Au final, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu as des petites faiblesses, tu vois, tu trouves un moyen de contourner. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes fan de podcast, que vous comprenez l'anglais, que la créativité c'est votre truc et que vous êtes un peu mystique sur les bords, Creative Pep Talk c'est carrément pour vous. Et alors là, je vous sens curieux, voire dubitatif, eh bien, la meilleure manière de savoir si c'est pour vous, c'est d'écouter. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Aujourd'hui, je suis ravi de vous partager ma discussion avec la talentueuse Jessica Das. Comme beaucoup, Jessica travaille dans plusieurs domaines. D'un côté, nous avons l'illustration et de l'autre, le dessin animé. Et oui, Jessica travaille depuis de nombreuses années en tant que coloriste pour des séries à destination de la jeunesse. Pour citer quelques noms, elle a notamment travaillé sur la série MOOC, l'adaptation du magnifique livre de Marc Boutavant, Molang, l'histoire d'un petit lapin mignon à souhait, ou encore Simon, adapté du célèbre livre Cacaboudin de Stephanie Blake, est disponible sur Netflix. Mais moi, vous vous en doutez, c'est via ses illustrations que je l'ai découverte. Et ça fait déjà pas mal d'années que je suis son travail, car vous l'entendrez, sa carrière a commencé à décoller plus ou moins au même moment où moi je me suis lancé. Elle faisait donc partie de ces illustratrices qui m'ont inspiré dès le début. Son style graphique simple, naïf, joyeux et coloré m'avait tout de suite tapé dans l'œil. Et rien d'étonnant à cela, car Jessica et moi partageons des influences communes, notamment un certain goût pour tout ce qui est rétro et inspiré par les années 30-60. Dans cet épisode, on discute de plein de choses, de son enfance sous le soleil californien et de ce qui l'a amené à déménager à Paris, de son parcours et de comment elle a réussi à faire d'une faiblesse sa force principale, à savoir la couleur, et de ce qui l'a amené à travailler en tant que coloriste pour des studios de dessin animé. On parle évidemment de son travail d'illustratrice freelance, de son équilibre entre salariat et indépendance, de sa collaboration avec son agent, de son travail en galerie, et puis de plein d'autres choses. Alors sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma conversation avec Jessica Das. Bonne écoute. Jessica, bienvenue sur Sens Créatif. Salut. Yes. Je suis trop content de pouvoir parler avec toi parce que, en fait, on a failli se rencontrer l'an dernier. Oui. Et c'est tombé à l'eau. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est beau. On peut coup de rattrapage. En tête à tête. C'est merveilleux. Voilà. Et comme tu sais, comme je t'ai déjà dit, je suis hyper fan de ton travail. Merci. Donc, je suis très content que tu sois là. Ah bah, je suis très content d'être là. Merci beaucoup de m'inviter. Du coup, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ah, la fameuse question. Oh bah moi plein de choses en fait, j'ai pas trop de difficultés à sortir du lit en fait c'est surtout les choses simples, le petit déj. Je mets une petite musique, je me motive quoi le matin et mais je pense qu'en fait ta question c'est plutôt quelles sont mes motivations profondes dans oui, c'est la drôle vie. En fonction des gens, là, un petit déj, un petit café. Non, on peut aller un peu plus profond si vous voulez. Ouais. Bah en fait c'est vrai que je suis consciente que j'ai beaucoup de chance de faire un métier que j'adore faire. Vraiment j'adore ça et c'est un super moteur pour s'activer quoi parce que je sais que c'est pas donné à tout le monde de faire un métier qu'on aime. Ah ouais, c'est clair. Et plus j'en parle autour de moi, plus je me rends compte que en fait c'est rare et ça craint quoi. Et donc donc je suis super contente de faire ça et en fait, j'ai toujours plein d'idées, plein de choses à faire. Et puis même, je m'ennuie jamais vraiment. Même quand c'est pas lié au boulot, en fait, j'ai toujours une bonne raison de me lever le matin. Ouais. Ouais. Ouais, il me semble dans ton parcours, les choses que tu fais des choses très diverses et variées dont on va pouvoir parler. Donc, je me suis douté que t'étais pas du genre bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui quoi. Ouais. Bah, moi, je suis fille unique, donc c'est sûr que j'ai toujours su. Ah, t'as toujours dû trouver quelque chose pour t'occuper. Ah bah je m'ennuie jamais dans la vie quoi. Jamais je me dis aujourd'hui qu'est-ce que je peux bien faire. J'ai toujours des. Et tu le lis au fait d'être fille unique? Je pense, ouais. Ah ouais. Bah peut-être que non finalement. Enfin, en tout cas, c'est vrai que quand t'es enfant unique, bah tu t'occupes comme tu peux. Enfin, il y a pas toujours quelqu'un pour jouer avec toi et j'imagine que quand même t'es obligé de créer une sorte de vie intérieure plus riche peut-être ou en tout cas de faire des activités en solo. Donc le dessin, c'est sûr que tu t'inventes un monde,
puis tu t'occupes tout seul. Mais c'est super intéressant. Enfin, je pensais pas du tout qu'on allait aborder ça, tu vois, mais moi, donc, j'ai 2 frères. Ouais. Mais il y a 6 ans et 10 ans entre moi et 2 autres. Donc pas mal d'écart, ouais. Pas mal d'écart. Et moi, j'étais plutôt du genre gosse de ville, très sage. Ouais. Je lisais des bandes dessinées, je faisais des dessins, je regardais des dessins animés. Bon, j'imagine que Ah oui, moi assez aussi. similaire. Oui, bien sûr. Et c'est pas la première fois que j'entends dire que cette histoire de vie intérieure très riche, surtout quand t'es petit et que t'es tout seul, en fait. Ah ouais, ok, tu le lis à ça du coup. Je pense que ça peut jouer. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent de fratrie et qui aussi sont aussi hyper créatifs et justement qui sont stimulés, qui ont cet effet tribu, qui montent des petits spectacles ou qui vont écrire des trucs à plusieurs. Enfin, il y a plein de façons. Mais je pense que oui, moi, je sais que je me souviens de mes très longues vacances chez mes grands-parents et j'étais 2 mois avec eux. Alors ils étaient super et tout, mais bon, c'est vrai que c'est des grands-parents, donc ils sont pas toujours dispo pour jouer avec toi. Et c'est là où je dessinais le plus en fait, genre copier des super Picsou. Je m'inventais des petites histoires. Enfin, je refaisais là. Ma grand-mère avait le catalogue de la Redoute. Je m'inventais mon propre catalogue. Alors, je mettais les fringues, les prix, pas du tout intéressant, mais enfin, je dessinais à max pendant ces périodes-là, quoi. Mais ça, c'était en France. Ça, c'était en France quand, en fait, oui, donc je suis née aux États-Unis. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Mais très tôt, en fait, ma mère est française. Enfin, j'ai une famille française du coup, et je venais tous les étés, mais très très jeune en fait. Dès l'âge de 3 ans, on m'envoyait dans le sud de la France chez mes grands-parents, quoi. Ok. Ouais. Et c'est quoi certains des souvenirs d'enfance, soit en Californie ou en France, certains de ces souvenirs qui t'ont mené sur ce chemin vers ce métier créatif que tu exerces aujourd'hui? Pour moi, l'enfance, c'est un gros bloc, c'est-à-dire c'est pas une question de géographie, hein, c'est tout un ensemble de choses. Mais c'est vrai que comme j'ai vécu mes 7 premières années dans un pays différent, enfin, du coup, c'est vraiment une sorte de parenthèse, c'est un truc à part. Et j'ai une sorte de nostalgie autour de ça parce que c'est une sorte de l'enfance déjà, on est tous un peu nostalgiques. Alors en plus, quand c'est dans un autre pays, c'est vraiment on a l'impression que c'est une parenthèse enchantée. Et c'est vrai que j'ai des souvenirs surtout un peu sensoriels. C'est vrai que c'était en Californie, il fait super beau tout le temps, donc j'ai surtout ces impressions-là qui me sont restées, le soleil, la lumière, qu'on en manque un peu ici. C'est clair. Et donc je pense qu'aussi le rapport aux couleurs, parce que les couleurs sont différentes selon la lumière, et quelque chose aussi de très dans l'état d'esprit. Enfin, ces 2 cultures quand même qui sont assez différentes, et je pense que culturellement, j'ai beaucoup de références américaines. Parce que j'étais baignée là-dedans, même au niveau après, enfin, par exemple, quand je faisais mes études j'ai fait des études d'animation. Quand je suis arrivée, en fait, je me suis rendu compte que j'étais complètement inculte pour tout ce qui est japanime. Ah et oui. j'ai débarqué, quoi. Oui, alors parce qu'en que, France, en France, nous, on était petits, quoi. C'est ça. Moi, j'avais vu genre un Miyazaki. Ouais, ok. Genre quoi? T'as fait que Totoro? Oui. Donc j'avais un peu de retard là-dessus. Oui, c'est ça. C'était pas trop mes références en étant petite. Alors après, quand je suis arrivée, bien sûr, il y avait le Club Dorothée. Exactement, j'allais y venir, Club Dorothée. Et j'ai quand même regardé le Club Dorothée, mais ça a jamais été ce que je préférais en fait. Okay. Donc voilà. Et donc il n'y avait pas du tout la culture animée en Californie? Pas que je sache, je crois que c'est un peu arrivé après parce que eux, ils avaient tellement déjà une grosse industrie que moi, à la télé, mes souvenirs, c'était surtout tout ce qui était Disney, forcément, ou les Looney Tunes, je regardais les Teeny Toons, j'étais à fond, les trucs comme les Animaniacs, enfin, tu vois, c'est plutôt ce style de choses. Ouais. Et du coup, t'arrives à 7 ans à Paris, tu découvres le froid, la grisaille. Oh mon Dieu, oui, je suis arrivée au mois de février. C'était dur. Et tu suis tes parents et tu fais ta scolarité ici du coup. Ouais. C'est ça, totalement classique. Après, je suis arrivée en primaire et après j'ai fait mon collège, lycée général. Ok, pareil. Et c'est après que c'est pendant le lycée que je me suis dit que quand même j'aimerais faire dessiner. Ouais, voilà, un métier en rapport avec le dessin, quoi. Et qu'est-ce qui t'a mis sur la voie de l'animation, prenons? Alors l'animation, c'est pas que c'est par hasard. Non, l'animation, non, mais c'est vrai que c'était toujours un peu, pour moi, c'était le truc, le top, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, je savais tout ce qui était cinéma, enfin, que c'est quand même dur et que. Ah oui. Voilà, et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais... T'avais conscience que c'était difficile, mais... Oui, parce que mon père en fait a bossé un peu dans le cinéma, donc pour moi tout ce qui était cinéma, je m'étais dit c'est des gros budgets, c'est compliqué, etc., pas sûr, et puis quand même je m'étais renseignée en fait, comme j'adorais j'ai toujours aimé regarder des dessins animés,
J'avais déjà une notion que c'était beaucoup de travail, c'était une chaîne de production, que c'était 24 images par seconde, enfin tout ça. Et je m'étais quand même renseignée, et puis j'avais fait des portes ouvertes. Et donc au début, en fait, c'est que comme j'ai toujours eu ce côté, enfin j'aime bien fabriquer des choses, et j'ai toujours aimé dessiner, mais de façon assez ludique. Enfin pour moi, c'est toujours été manuel. Ouais, manuel, et puis enfin juste pour m'éclater en fait. Oui, pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. Et du coup, quand j'ai voulu m'orienter dans quelque chose de plus créatif, en fait, j'avais beaucoup de mal à choisir parce que donc j'ai fait une mana, et ça c'était super. Donc une mana, c'est une mise à niveau en art appliqué, c'est une année qu'on peut faire après un bac général pour pouvoir accéder à des diplômes en art appliqué, donc c'est des diplômes publics. Et en fait, en mana, c'était génial parce qu'on avait de tout. Et ça, vraiment, enfin, le côté interdisciplinaire, en fait, ça me plaisait bien parce que on pouvait faire à la fois du textile, de la com, de la sculpture. Enfin, on touchait vraiment à tout. Et je sais que quand j'ai dû présenter des dossiers, accéder à une école, je savais pas du tout quel domaine choisir. Okay. Ça voulait pas dire que j'étais bonne partout, mais en fait j'avais envie de tout faire, donc à un moment donné il faut bien se spécialiser, et en fait c'est vrai que l'illustration ça m'a toujours attirée parce que en fait on peut être très libre en illustration, il y a des styles complètement divers, on peut faire des bonhommes patates, ça marche très bien, comme un truc ultra réaliste, enfin vraiment on peut faire ce qu'on veut, mais en fait l'animation c'est que j'ai été acceptée dans une école l'école. Attends, pourquoi t'as choisi animation du coup? Parce que j'étais acceptée là. Ah, t'étais juste acceptée là. En fait, j'ai tout tenté. J'ai tenté et en graphisme, et en textile, et en illustration, je me rappelle à Estienne, et en animation, donc à l'Institut Sainte-Geneviève. Ouais. J'ai failli être acceptée en textile à Roubaix. J'étais genre deuxième sur liste d'attente. Donc je pense que j'aurais pu l'avoir. Et j'ai été acceptée dans le DMA à l'Institut Sainte-Geneviève. En fait, c'était une école qui venait d'ouvrir un cursus DMA en animation, donc c'était la première année. Et en fait, ils m'ont pris directement sur dossier parce que j'avais des super notes en mana. Donc j'ai même pas eu le test. Ah ouais. Ouais, parce que je sais pas, c'était leur politique, ils en prenaient 5 sur dossier et tout le reste par épreuve et entretien. C'est trop bien. C'est trop bien, mais après en fait, voilà, la première année, c'était une catastrophe parce que j'avais pas du tout le niveau en fait. Je me suis rattrapée après, mais donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé par le truc finalement qui me semblait le moins accessible. C'est vrai, hein, c'est ce qu'on pense tous quoi. C'est ça, et au final, je suis vraiment contente parce que alors, la première année était compliquée parce que en fait, en animation, on étudie un peu tout. On étudie le mouvement, le design des personnages. Donc, il y a une partie anatomique. On étudie la perspective. Et en fait, quand toi, déjà, t'as pas eu trop de bases techniques. Moi, j'ai fait qu'une mana avant, en fait. J'avais pas fait de prépa. Et du coup, la première année, c'était too much, quoi. En fait, j'étais pas bonne j'avais pas de point fort. Okay. Hormis peut-être la couleur. Ah ouais, bah oui, on va y venir. Mais en fait, j'avais des notes catastrophiques parce qu'en fait, il me fallait plus de temps pour acquérir les bases académiques en fait. Ouais. C'est ça. Et j'ai pas pu m'éclater par exemple sur tout ce qui était apprentissage du mouvement, l'art du mouvement. En fait, c'est maintenant que ça commence à m'intéresser parce que j'ai l'impression que je suis enfin à l'aise avec mon trait, mon dessin, mais à l'époque, c'était trop, je pouvais pas quoi. Moi, j'ai fait les beaux-arts. Ouais. Et c'est pas très technique non plus, hein. Ouais. Oui. J'ai toujours eu cette impression de... T'es un peu, c'est pas que t'es autodidacte, mais si, on peut carrément le dire. Ouais. Moi, j'ai toujours été un peu complexé de l'aspect technique. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours été attiré par les choses très graphiques, très simples, un peu cubiques, enfin, tu sais, genre, les proportions. Moi, je suis pas du tout un technicien, quoi. Ouais. Du coup, je me retrouve dans ce que tu dis. Moi, c'est complètement ça aussi. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que justement, comme t'as des petites faiblesses, tu vois, tu trouves un moyen de contourner. Et je me rappelle ma prof en DMA d'anatomie. Elle voyait bien que j'arrivais pas à faire des super trucs au fusain ou des trucs hachurés avec les ombres et tout. Elle m'a dit, essaye un médium beaucoup plus direct parce que toi, j'ai l'impression que t'as pas besoin de passer trop de temps. Et tu fais des choses très naïves et très simples, mais qui sont vivantes. Donc, elle m'a dit, vas-y, prends cette brochette. C'est une sorte de brochette de baguette de brochette pour le barbecue, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et elle me fait, vas-y, trempe-le dans de l'encre de Chine et vas-y, fais tes nus comme ça. Et en fait, il en est ressorti un truc un peu bizarre, mais qui ça a commencé à créer quelque chose d'intéressant comme ça, en fait. Ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, en me renseignant pour l'interview, j'ai entendu que tu travailles beaucoup au lasso, que tu dessines un petit peu, assez beaucoup. Rapidement au lasso. Et moi, je sais aussi que je le fais aussi d'ailleurs, et j'ai ce besoin d'immédiateté en fait,
Ouais, je sais pas. Bah, en fait, chacun son... Quand j'ai fait de la gravure, tu vois, j'étais obligée d'aller dans des choses un peu plus léchées, le petit détail. Et quand je vois des illustrateurs qui sont vraiment très minutieux et tout, mais j'adore, en fait. Enfin, c'est juste que... on a tous des styles différents et c'est vrai que... Mais maintenant, je serais plus attirée par... c'est des phases, tu vois. Ouais, Parfois, ouais. j'aimerais, si j'avais le temps, passer peut-être une semaine Ouais. à faire un truc au crayon. Moi, je me souviens au tout début, quand je me suis lancé, j'ai toujours été... je suis pas quelqu'un de très baroque. J'aime bien aller directement à l'essentiel, une communication simple, efficace. Et je me souviens au début, je disais, la texture, c'est pour ceux qui... tu sais, c'est genre... c'est de la déco, tu vois. Et on en revient à ce côté un peu communication coup de poing, un peu boum, on sait tout de suite de quoi on parle. Mais aujourd'hui, avec plusieurs années d'expérience, c'est comme un bon album de musique où tu apprécies les textures, les niveaux de lecture, etc. Et du coup, aujourd'hui, je trouve beaucoup plus intéressant d'enrichir le travail et de rajouter de la texture et toutes ces choses-là. Mais au début, c'est sûr que moi, l'aspect technique, probablement toi aussi, c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Et c'est pour ça que je suis peut-être presque plus dans l'illustration d'idées. Ouais. Parce que j'aime bien, hop, une idée, tac, on la dessine. Je suis pas forcément là pour être dans le beau. Et je veux allier le beau à l'idée, quoi, mais juste le beau pour le beau. Puis après, maintenant, au fur et à mesure du temps, l'esthétique, je trouve ça hyper important pour travailler. Puis je pense qu'aussi, quand on fait quelque chose pendant longtemps, c'est juste qu'à un moment donné, on a envie d'essayer autre chose, et c'est ça qui est super. On peut tester plein de trucs. Faut surtout tester plein de trucs, en fait, pas rester coincé toujours dans le même truc, dans la même façon de faire. Quoi. Bah oui. Et toi, j'imagine que tu as pu tirer ton épingle du jeu, tu le disais, avec la couleur. Oui, parce que, je pense. Non, en fait, ce qui est super avec la couleur, c'est que tout de suite, ça m'a motivée. C'est-à-dire que comme je galérais sur d'autres points, là au moins, je savais que c'était plutôt facile pour moi. Et je me suis dit, ça, c'est mon point fort. Je vais me concentrer là-dessus. Et c'est vrai que pour mon projet de fin d'études en anime, comme vraiment je galérais en perspective et tout, je me suis dit, j'avais fait un truc sur l'Inde, mais j'avais vraiment fait mes décors, c'était des aplats de couleurs. Et ça jouait que sur l'harmonie colorée. Et c'était tout ça, mais c'est drôle parce qu'il y en avait, ils passaient des heures à faire leur décor et tout. Ça se tenait vachement bien avec mon concept. Et j'ai eu genre 16, alors qu'en fait mes décors c'était des fonds colorés, tu vois. Mais parce que c'était cohérent avec le propos, et voilà, c'est ça. Du coup, oui, la couleur, je passe, c'est peut-être, parfois je peux me prendre la tête sur une gamme, etc. Évidemment. Évidemment. Et puis surtout, il faut faire attention à un moment donné de pas toujours trop se répéter et toujours faire les mêmes. Moi, j'ai toujours tendance quand même à aller dans les mêmes gammes. Mais parfois, quand je commence une illustration, je peux partir dans une gamme, je finis mon truc et après je me dis mais non, mais en fait, je vais tout changer. C'est pas que ça marche pas, c'est que j'ai envie d'essayer autre chose, et je suis une grosse adepte du contrôle U, pomme U. Donc c'est comme ça aussi que je cherche un peu en fait. Pomme U. Pomme U, alors sur Photoshop. Je bosse sur Photoshop, mais pomme U c'est quoi? Attends, c'est bien pomme U. C'est la petite fenêtre où tu as plein de curseurs. Attention, c'est de la technique. Comment dire, en fait c'est par exemple si t'as un rouge, tu fais CTRL U et tu déplaces le curseur et ça va ton calque du coup concerné va changer de couleur. Tu peux faire changer la couleur de ton calque. Mais c'est génial, j'ignorais totalement. Ah non, mais tu peux pas te passer de ça. Ah bah ouais, attends, non, mais CTRL U c'est la vie. C'est trop si cool. tu veux, en partant, je te montre. Tu montres, parce que non, mais ça c'est génial. Par exemple, quand t'es pas sûr d'une couleur, juste sur un élément de ton dessin, tu fais CTRL U et ton élément va rester à peu près au même niveau de saturation, mais ça encore, tu peux le changer. Et tu peux un peu tester toutes les couleurs sur ce calque, tu vois. Donc ça te donne une impression. Mais tu vois, je te disais que j'étais pas quelqu'un de très technique, et moi, la couleur, ça a très longtemps été un blocage. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Notamment à cause du travail, tu mets des heures et des heures et des heures de boulot, donc tu t'habitues. Et de base, je suis un peu un flippé de la couleur. Et dis-toi que j'étais pas du tout intuitif. C'est-à-dire que tout au début, il y a 6 ans, mes couleurs, c'était avec des chiffres. Tu vois, les trucs Pantone, les références, les RGB et tout. Je me disais, si je veux faire un peu plus foncé, par exemple, c'était à 20, le noir, je mettais à 30, tu vois. D'accord. C'était pas du tout intuitif. Et c'est un copain à moi qui m'a dit, Jérémy, lâche tes couleurs. Ah ouais, non, mais ça rend fou, ça. Oui, ça rend fou. Ah ouais. Tu vois. Donc, du coup, quand j'ai en face de moi quelqu'un comme toi qui pianote avec les couleurs en mode super instinctif et tout. En fait, pour moi, les couleurs, c'est quelque chose de super,
sensoriel, c'est quelque chose que tu le vis toi quand tu vas voir une affiche de telle teinte ou enfin avec tel contraste ou telle gamme, ça va te faire quelque chose, ça va te donner une impression. En fait, les couleurs c'est quand même des émotions, c'est pour ça que c'est tellement dur d'en parler, de l'apprendre. Il y a pas vraiment de alors on va te dire achète tel livre. Mais regarde, j'en ai un là. En fait, le truc c'est que moi je suis assez cérébral de base. Ouais. J'ai besoin de comprendre pour pouvoir intégrer et ensuite le travailler. Bah, je me sens un peu bête, mais tu vois, j'ai dû lire, tu vois, ce livre sur la couleur. Non, mais en fait, mais c'est vraiment pas la première personne à me dire ça. Hein. J'en rencontre plein et on a tous nos points de blocage. Hein, donc t'inquiète pas. Mais j'étais vraiment, je suis un peu un traumatisé de la couleur. Ouais. Et pourtant, il arrive assez fréquemment que les gens me disent, j'aime beaucoup les couleurs, etc. Mais je leur dis, mais vous savez pas. Oui, parce qu'en plus, elles sont bien péchues tes couleurs. Elles sont péchues. Je pense qu'on a des influences un peu communes aussi. Tu vois, c'est en ça que j'aime aussi beaucoup ton travail. Il y a cette vibe très rétro. Tu sais, j'ai lu que t'as été pas mal influencé, notamment par Christian Robinson et Marie Blair et tout. Moi, il y avait Paul Round, Saul Bass, Miroslav Sasek, tu vois tout ça. Oui. Ça m'a beaucoup parlé. Est-ce que t'as connu à l'époque le blog Grain Edit? Ça te dit quelque chose? Non. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Mais c'était un blog très rétro vintage et je me demandais si on avait parce que je pense qu'on a relativement le même âge. Et certainement. Du coup, je me disais, est-ce qu'on a été influencé par la même vague, tu sais, de revival un peu rétro Je pense que c'est toutes ces illustrations un peu de cette époque. Enfin, c'est des époques aussi un peu larges. Hein. Il y a des trucs, je pense, des années 30 comme des années 60. Mais en tout cas, cette vibe un peu rétro, c'est indémodable. Je pense que ça reviendra toujours. Ça influence beaucoup de gens. Et puis c'est vrai qu'il y a un côté très simple. Donc quand tu veux partir dans un style hyper naïf, tu vas forcément aller piocher un peu là-dedans. De toute façon, on réinvente jamais grand-chose, quoi. On le fait à notre sauce et avec notre sensibilité, mais. Et t'as découvert ça comment, du coup, toutes ces influences? Sur Internet, sûrement. Moi, je passe beaucoup de temps dessus. Non, ou peut-être quand même. Je pense que aussi aux États-Unis, il y a toujours eu un peu ce. Par exemple, quand tu te balades dans les restos et tout, ils ont un sens du graphisme très. C'est un peu resté dans cette époque où c'est des choses très simples, très colorées. Je trouve qu'au niveau du packaging, c'est très différent qu'ici. Et c'est plus joyeux. C'est plus joyeux. C'est souvent des couleurs pop. Tu vois l'esthétique un peu diner. Là, par exemple, j'ai acheté un livre il y a pas longtemps chez ta chaîne où c'est genre tous les menus dans les diners des années 20 aux années 80. Enfin, je peut-être dis n'importe quoi, mais enfin, une bonne rétrospective de cette esthétique diner, des menus, etc. Et en fait, tu retrouves des trucs hyper cartoonesques. Enfin, c'est un peu présent partout dans la vie, plus qu'ici. Donc, je pense que déjà de base, j'étais habituée à voir ce genre de graphisme, et je pense que ça m'évoquait un peu mon enfance. Et après, c'est vrai que comme moi j'étais à fond sur les Disney et tout, quand tu grattes un peu, tu tombes sur les designers comme Marie Blair. Voilà, en termes de couleurs, c'est génial. Puis oui, sur Internet, sûrement, j'allais de blog en blog, et puis tu trouves tes références, et puis t'as tes goûts, quoi. Donc moi, je sais que j'allais moins sur les trucs un peu manga ou japanime, j'étais tout de suite plus attirée par ça, quoi. Ouais, les trucs rétro. Ouais, c'est ça. On le retrouve dans ton travail, donc non seulement il y a une sorte de vibe rétro, mais c'est hyper joyeux, hyper coloré, hyper graphique. Et c'est drôle parce que on retrouve ça aussi dans ton travail en tant qu'animatrice. Ouais. Donc, j'anime pas du coup. Non, tu fais la couleur. Souvent la couleur sur des prods en dessin animé. Et en fait, t'as bossé pour Mouk, Simon, et le troisième, c'est quoi? Molang. Et les trois, en fait, ils sont super mignons. Ah ouais. C'est un point commun dans ton travail, quoi. Tu vois, c'est super mignon. Ah oui, ça c'est sûr que oui, le mignon, j'adore. Hein. Je suis super sensible aux trucs hyper kawaii finalement. Ah ouais. Ah ouais, mignon. Enfin. Ah ouais. Non, mais ça c'est mon truc. J'adore ça et je pense que c'est ça aussi. J'ai voulu faire ce métier pour ça. Pour faire des choses mignonnes. Ouais, choses mignonnes, quand même pour les enfants. Ouais, j'aime bien ça, quoi. Et du coup, ton travail dans le dessin animé, attention, ça consiste en quoi exactement? Alors, là dernièrement, c'est surtout de la création de la palette et mise en couleur des décors sur des séries. Donc là, par exemple, c'est la 3e saison de Simon. Donc Simon, c'est beaucoup de gens voient ce que c'est, mais en fait c'est l'adaptation donc en série télé d'un best-seller. Le premier bouquin s'appelle Cacaboudin et c'est les aventures d'un petit lapin qui s'appelle Simon. Voilà, et c'est un super succès en librairie. Il y a je sais pas combien de volumes et tout. Donc là on adapte ces bouquins en dessin animé et là on en est à la 3e saison. Donc ça marche aussi très bien
Il y a la première saison sur Netflix, ça passe sur France 5 aussi, et puis c'est vendu dans plein de pays. Donc pour Simon, moi, on m'a contacté. Je pense qu'on m'a contacté aussi parce que je faisais de l'illustration et que j'avais. En fait, mon premier job dans l'anime, c'était MOOC et je faisais pas encore de l'illustration, mais je pense que j'ai toujours une sensibilité illustration un peu mignon, joli pour enfants, moins peut-être technique, mais avec cette vibe quand même, cette sensibilité d'illustratrice, ce qui fait que, par exemple sur MOOC, quand ils cherchaient du monde pour la prod, ils m'ont contacté parce que j'avais ce petit truc et je pense que pour Simon en particulier, moi aussi j'utilise pas mal des couleurs saturées et tout, et ils se sont dit mais on veut ça parce que souvent dans le dessin animé c'est pas forcément des couleurs trop pétardes. Ouais, c'est vrai. Et comme il fallait un truc très simple, assez naïf, ça collait bien et ouais. Et ça t'éclate? Ah oui, c'est cool. Ah oui, en plus ce qui est cool quand on travaille en prod d'anime, c'est quoi, à chaque fois les équipes tournent, tu rencontres toujours des nouvelles têtes. Enfin c'est super, c'est un travail d'équipe aussi. Ouais. Donc t'es dans une équipe, enfin t'es dans une chaîne, donc tu dépends des autres aussi. Donc il y a vraiment un petit emploi du temps, une petite organisation. Oui, ton emploi du temps est structuré. C'est ça. Tu sais où aller, tu sais qui travailler. C'est ça. Et puis tu peux, vu que t'es illustratrice à côté, t'as autant du temps en mode t'es social. Oui. Et puis tu peux repartir, on en parlait tout à l'heure, dans ta petite caverne à faire tes trucs à toi. C'est ça. Ah oui. Ah je pense que moi là je suis contente parce que j'ai une sorte d'équilibre entre les deux. Alors parfois j'ai des périodes très intenses parce que quand j'ai des commandes en illustration et que je suis déjà sur une prod, alors là ça devient un peu plus problématique, mais je trouve toujours du temps. Mais disons que ces périodes-là, j'ai plus de week-end quoi. Donc c'est vrai que par exemple en début d'année là j'ai eu 2-3 commandes en même temps, dont 2 de livres. En fait les livres ça prend vraiment beaucoup de temps. Et au mois de juin, j'étais sur les rotules, quoi, parce que, en fait, faire 3 trucs en même temps, le temps. En fait, j'avais commencé après, sur Simon, j'étais à mi-temps au début, donc ça allait. Mais j'étais à mi-temps sur Simon et j'avais 2 projets de livres en même temps. Et en fait, Ah oui, c'est ça, les 3, ouais. Mais aujourd'hui, t'es toujours à mi-temps dans le dessin animé? Alors, ça dépend, parce qu'en fait, ça dépend. Là, on a un peu de retard sur la saison 3. Donc, il y a des blocages. Parfois, j'ai des problèmes j'ai des moments de chômage technique. C'est-à-dire que là, par exemple, comme ils ont enchaîné 3 saisons, les gars qui écrivent les scripts, on sent que là, ils ont un peu plus de mal à sortir des nouvelles idées d'histoire. Donc, en fait, le script met plus de temps à être écrit. Et nous, on est un peu mis en attente parce que on n'a pas le matériel pour travailler, en fait. Ok. Là, tu peux faire de l'illustration. Et donc là, je peux faire de l'illustration dans ces moments-là, quoi. Ah oui, donc en fait, c'est hyper fluide comme emploi du temps. Enfin, c'est par moment, t'as beaucoup de travail dans le dessin animé, parfois moins. Tu jongles toujours entre l'un et l'autre. Ouais. Et parfois, j'ai même beaucoup de travail et en dessin animé et en illustration. Et comment tu fais alors dans ces là, moments-là? c'est dans le cas, on n'a plus de vie. Mais après, c'est souvent ça dépasse jamais les 2 mois. Mais c'est intense pendant 2 mois et c'est pas un parfait mi-temps, en fait. Non. C'est jamais vraiment un parfait mi-temps. Et une fois, j'étais vraiment en mi-temps. Puis je dis, ouais, génial, je suis en mi-temps pour de vrai. Donc, je vais prendre plein de commandes. Et au final, en fait, c'est ça. Dès que t'as un peu de temps, tu te blindes de d'autres trucs. Et c'est génial, mais... Si tu voulais, tu pourrais faire entièrement l'un ou l'autre. Oh oui. Oui. Je pense que l'anime, oui, parce que, en fait, t'as des prods où t'es à plein temps, hein, clairement. Là, c'est peut-être un peu depuis 2 ans. Comme j'ai un poste où je travaille assez vite en couleur, je peux abattre, ça va vite, quoi. Du coup, je peux prendre des jours off parce que je vais plus vite que les autres à mon poste. Bien sûr. Mais sinon, en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, ça commence un peu à prendre en illustration. J'avais mon agent en France, je suis avec l'agence La Suite, voilà. Et super agence. J'aime trop les talents qu'il y a là-bas. Ah ouais. Et puis Morgane, elle est top. Vraiment, c'est très agréable de travailler avec elle. Et dans la foulée, il y avait eu en tout cas, c'était en 2013, donc j'avais été approchée par Morgane, donc j'ai signé chez La Suite. Tu t'es lancée en 2013? Ouais. Enfin, en tout cas. Dans l'illustration, je veux dire, genre professionnellement. Maintenant, je fais l'illustration et je peux être payé pour. C'est en 2013? Disons que. Oui, parce que avant je le faisais, mais en fait j'avais un blog. Ouais. J'avais un blog et old school. Et old school, ouais, Blogspot. D'ailleurs, j'ai toujours pas effacé. Oui, j'ai Blogspot aussi, moi. J'ai du mal à l'effacer, je sais pas pourquoi. Je devrais, parce que je poste plus rien depuis 5 ans. Mais du coup, en fait, c'est que j'ai commencé à travailler dans l'anime en 2009.
Ok. Voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans, mais en même temps, je voulais explorer des trucs, enfin je voulais faire mes petits trucs, donc je les mettais sur un blog. Et peut-être la première commande que j'ai eue en illustration, en fait, c'était grâce à Monsieur Poulet. C'est un site. Ah bah bien sûr, on est tous passés par Monsieur Poulet. Voilà, hein. un J'ai site. aussi un t-shirt. C'est vrai. J'ai l'impression que c'est juste une parenthèse, mais toutes les personnes que j'admirais, Ouais. j'ai l'impression qu'ils ont tous eu un t-shirt chez Monsieur Poulet. Et moi aussi, du coup, j'ai essayé et j'ai gagné un des concours. Ah, c'était quel contest? C'était Chien Mignon. Ah. Donc, c'était un petit chien avec un casque. Ouais. Bon, personnellement, il n'y a pas eu de suite. Ça n'a débouché sur strictement rien. Oui. Je pense que je suis arrivé un peu trop en retard dans le game. Peut-être, ou en fait, on sait pas comment ça te tombe dessus. Enfin, mais c'est vraiment. C'était un fond blanc, non, avec des. J'en ai eu plusieurs. Okay. Je sais même plus tellement. Il y en avait un, c'était Cocorico. Il y en avait un, c'était c'était un petit tigre, un petit garçon. Moi, j'ai une image avec une scène de vie, avec des mots, des gens écrits avec. En contour. Bon, bref, c'est du détail. Mais bon, bref, tu voulais parler de Monsieur Poulet, du coup. En fait, là, c'est la première fois, en tout cas, que je me suis dit, il faut que je crée un numéro de tirette. Ah oui. Parce que j'avais gagné un concours et il fallait bien que que ce soit en règle pour être rémunéré, en fait. Et après ça, voilà, comme toi, il n'y a pas eu non plus des débouchés de ouf. Moi, je pensais vraiment que ça allait changer pas de choses, au final. C'est cool, hein, non, mais si, ça fait un petit truc, et puis tu peux porter ton t-shirt, et puis tes amis les commandent et tout. C'est ça, ouais. Voilà, mais non, en fait, c'est qu'en 2013, Morgane m'a approché, en fait, Morgane de l'agence La Suite, parce qu'elle ouvrait son agence et qu'elle cherchait des nouveaux jeunes talents. C'était ça un peu l'approche. Et alors je sais pas vraiment comment elle m'a trouvé. Moi, ma théorie, c'est Monsieur Poulet, mais ça se trouve elle a dû aller de site en site et elle est tombée sur mon blog, quoi. Mais je sais aussi un truc qui m'a bien boosté, c'est qu'à un moment donné, on avait fondé un collectif qui s'appelle Fuel. Je sais pas si t'as vu passer ce truc. Mais bon, je vais en parler un petit peu vite fait parce que c'était une super expérience et c'est là où moi en tout cas, j'ai vraiment pu prendre du temps pour faire des dessins et en fait, c'était un mini collectif, on était 4 et en fait, on était 4 copains de l'animation en fait et on était au chômage en même temps et on s'est dit on a un peu de temps. Et on va faire une sorte de résidence dans une maison d'un des potes à Noirmoutier. Et on s'est enfermé pendant 2 mois. Ah ouais. Et on s'est mis des contraintes et on a produit plein de choses comme ça, vraiment du dessin sous contrainte. Par exemple, on s'était dit, comme on avait tout le temps qu'on voulait, pendant 24 heures, on va dessiner un dessin toutes les heures sur un thème donné. Donc ça faisait des séries complètement incroyables. Donc ça, c'était très stimulant. Et avec ça, je pense que ça a aussi donné de la visibilité parce qu'on a fait des sortes de projets collectifs. On avait monté un blog qui s'appelait Les 100 ans d'Alex. Et on a demandé à tous nos amis dessinateurs, en fait, il fallait trouver 100 personnes qui étaient OK pour faire une sorte de cadavre exquis sur un blog. En fait, c'était la vie d'une personne qui s'appelle Alex de 1 à 100 ans. Et en fait, chaque semaine, il fallait dessiner une année de la vie de ce personnage et en fait chaque dessin répondait à celui qui venait avant, donc c'était une sorte de cadavre exquis et ça c'était super cool aussi. Donc je pense que j'étais dans cette bonne impulsion et là pouf, Morgane m'a trouvé. Trop bien. Et à partir de là j'ai eu mes premiers contrats, vraiment mon premier contrat je pense que c'était pour la mairie de Paris, c'était un habillage pour le stand de l'Outre-mer pour le carnaval tropical de Paris, donc ça c'était super. Ouais, c'était cool. C'était mes dessins en énorme sur des toiles bâchées et tout, c'était cool. Et à partir de là, ça a fait un peu l'effet boule de neige parce que comme Morgane a lancé son agence, je pense qu'elle a elle a fait de la pub quoi, donc elle a envoyé tous ses artistes, elle a envoyé des mails à des sites d'illustration de référence comme It's Nice That. Yes. Et un jour, je me réveille, j'ai genre 10 mails de gens qui me disent « j'adore votre travail » et tout. Je fais « c'est super, mais... » Vous êtes qui? Vous sortez, oui, quoi. Pourquoi? Et en fait, j'ai vu que mon travail avait été relayé sur ce site. Ouais, mais c'est trop la classe, quoi. Oui. It's Nice That. Oui, mais ce qui est drôle, c'est que je connaissais même pas ce site, tu vois. C'est après coup, je me suis dit « oh oui, en fait, c'est connu, bien. Quoi. C'est connu. » Et à partir de là, il y a eu une agence en Angleterre qui m'a contactée. Ok. Laquelle? C'est Outline Artists. Ah ouais, je connais pas. Et grâce à eux, j'ai pu faire une expo à Londres, Pick Me Up. Non mais tu sais, on a plein de références en commun. Hein. Sur Monsieur Poulet, Pick Me Up.
It's Nice That, enfin plusieurs trucs que je me disais. Enfin, Pick Me Up, je suis allé au Pick Me Up Festival aussi. Ouais. Enfin, j'ai pas exposé, mais T'as été voir? Je pense que c'était avant. Moi, c'était en 2014 où j'ai pu exposer. C'était avant, c'est quand j'étais en Angleterre. D'accord. Il y avait Sarah Van Baal, qui est une illustratrice belge qui exposait. Ouais, je crois que je vois. Bon, bref. Mais ouais, le Pick Me Up Festival, ouais. Ouais. Et ça, c'était une super expérience. C'est vrai. C'est incroyable quand même d'avoir enfin, moi, c'était la première fois en plus que j'exposais. Enfin, j'avais jamais exposé avant, quoi. Okay, ouais. Surtout, et d'un coup, c'était une sorte d'appel à projet. Fallait vraiment, enfin, on était sélectionnés et il fallait avoir une sorte de concept d'expo. Les chats, et voilà, les chats. Et je m'étais vraiment amusée à le faire. Bon, c'était un petit stress parce qu'en fait, il fallait que j'envoie tous mes trucs à Londres et j'assistais pas à l'accrochage. Donc, en fait, j'ai découvert mes trucs. Enfin, j'ai découvert l'accrochage le jour du vernissage quand il y avait déjà plein de gens. Et en plus, je voulais faire les choses en grand. J'avais collé un sticker sur le mur. Enfin, du coup, il y avait toute une problématique fallait poser le sticker géant sur le mur et j'avais pas du tout assisté à ça. Donc, non, vraiment, c'était super. Hein. Ouais. Et est-ce que tu dirais que, enfin, en quoi l'agent a changé les choses pour toi? Ah bah déjà ça fait super plaisir qu'on vienne te chercher. Ça, franchement, c'est une chance et après ça te donne une forme de légitimité. C'est quand tu te dis bah ça y est, je suis dans une agence et puis tu sais que tu vas être aidé et aussi en fait ce qui est compliqué quand tu démarres c'est que tu sais pas trop comment marche le statut, comment tu vas facturer et tout. Le fait d'avoir un allié à ce... Ah, c'est super. Hein, mais c'est génial. Et même encore maintenant, tu vois, enfin, je sais que je peux compter sur elle. Dès que j'ai une question, je lui demande. On travaille vraiment en équipe. J'ai pas à me soucier vraiment de ça. Et parfois aussi à négocier, chose que j'ai encore un peu de mal à faire toute seule. Alors peut-être parce que je me repose sur elle. Hein. C'est vrai que quand t'es en solo, t'apprends ce genre de choses et au final... t'apprends avec l'expérience, tu vois. C'est pas infaisable, mais j'avoue que j'aime bien avoir ça. Puis ça a propulsé un peu ta carrière relativement tôt, j'imagine. Bah, propulser ma carrière. Oui, voilà, mais oui, bah ça t'inscrit dans une sorte de famille déjà. Voilà, il y a des expos d'agence, donc ça c'est super cool. Et puis le truc c'est qu'aussi j'ai toujours continué à faire de l'animation. Donc en fait, je pense que Morgane elle sait aussi que je suis pas toujours dispo. Donc peut-être que si je faisais que du freelance, j'aurais eu plus d'opportunités et j'aurais plus de temps et j'aurais plus si tu veux ma carrière entre guillemets d'illustration, elle est parfois mise entre parenthèses. Donc c'est encore, enfin, je suis contente d'avoir cet équilibre de faire les deux, mais je suis encore en train de me poser la question de peut-être qu'un jour j'aimerais faire que du freelance et comment je pourrais faire évoluer ça. Et dans ce cas-là, je pense que je proposerai plus de choses à Morgane. Enfin, je sais très bien comment je devrais orienter mon portfolio si je voulais vraiment passer à la vitesse supérieure. Le truc, c'est que pour le moment, j'ai pas encore vraiment. Enfin, j'aime bien faire les deux, donc. Oui, c'est un chouette équilibre. Voilà, c'est un chouette équilibre. Parfois, j'ai des petites frustrations aussi, hein, parce que c'est vrai qu'en fait travailler ses propres choses, c'est tellement stimulant. Enfin, c'est génial, quoi. Dès que je reçois un mail d'un client, mais je suis trop contente. J'entrevois déjà ce que je pourrais faire, même si ça marche pas à tous les coups. Hein. Et même si on n'est pas toujours très content de ce qu'on fait au final, mais quand même, à chaque fois, le process est hyper agréable. Ouais. Et même si, enfin, c'est toujours parfois tu dis j'aurais pu faire mieux, mais à chaque fois, ça te fait avancer, quoi. Et tu comprends des choses à chaque boulot. Donc c'est vrai que pour ça le travail en freelance ça me plaît énormément. Donc faut juste que je trouve comment financièrement aussi je pourrais m'y retrouver parce que voilà. C'est pas évident. Ouais, c'est pas toujours simple. C'était un peu une de mes questions. J'ai lu que tu aimais faire de l'illustration en dilettante. C'est ce que tu avais écrit dans une petite interview et que justement le côté faire ça à plein temps, son gagne-pain exclusif. Alors moi en l'occurrence c'est mon cas. Et que tu disais, oui, il faut donner beaucoup de soi. Et, oui. Oui, je sais pas, qu'est-ce que tu as à dire c'est vrai, et que, justement, après le Pick Me Up, donc en 2014, là, c'était parti, j'avais 2 agents, Expo à Londres, trop la classe. Je me suis dit, c'est le moment, je vais me lancer. Et j'ai complètement paniqué. Ah ouais? Enfin, c'est pas que j'ai paniqué, mais c'était une phase aussi, c'était pas la plus simple, j'étais en train de déménager, il y avait beaucoup de choses à gérer. Mais c'est qu'en fait, t'as beau avoir une sorte de boom, mais c'est que en fait c'était des appels d'offres, en fait je répondais à pas mal d'appels d'offres, ça marchait pas.
j'avais la pression d'un coup et puis je me suis dit mais en fait en freelance faut toujours avoir 3 coups d'avance et j'étais pas prête, je pense. Enfin, il m'a fallu un peu plus de temps pour mûrir à ce niveau-là. En fait, du coup là j'ai vraiment pris la conscience que c'était un gagne-pain et du coup je pense que ça m'a un peu stressée d'un coup, vraiment le côté travailler aussi pour pas être forcément rémunéré. Ah, c'est dur, hein. C'est super dur et je me suis dit bon, en plus j'ai toujours un peu mes contacts en anime, je vais pas complètement fermer ce réseau, enfin, et je me suis remis un peu dans l'anime aussi parce qu'à un moment donné il fallait bien payer ses factures, tu vois. Normal. Et après tu dis ah mais en fait c'est confortable, on est pas mal en plus en anime, il y a toujours des super projets, des super gens à rencontrer, donc je me suis dit allez je continue à faire les deux, mais c'est vrai que non, je sais pas si un jour, enfin je suis pas obligée de choisir en fait, Non, totalement. donc voilà, mais c'est vrai que j'aimerais explorer d'autres choses en freelance et je sais qu'il me faut du temps pour ça. Donc, à un moment donné, c'est quand même bien de se concentrer sur une chose et d'y aller à fond aussi. Donc, Mais tu vois, moi, je me suis mis à temps plein. Moi, je me suis lancé en 2013. Ouais. Moi, ma conception des choses, c'était je veux faire ça à plein temps. Mais je pense qu'on a tous la même problématique au final. C'est-à-dire que moi, j'étais illustrateur à plein temps, mais j'ai fait plein de commandes juste pour payer mes factures aussi. C'est de l'alimentaire, comme on dit. Et d'autres personnes comme toi, par exemple, ton job alimentaire, on pourrait dire, c'est l'animation. Mais au final, tu t'éclates plus en faisant de l'animation. Moi, je sais, j'ai fait des jobs d'illustration alimentaire où j'étais très malheureux. Mais j'étais content d'être dans le game. Et en fait, c'est ça qui je me rappelais, j'étais genre, oui, mais tu râles. Bon, aussi au début, t'as tellement de choses à apprendre, t'es un peu précieux par rapport à tout ce que tu crées, et en fait tu te rends compte au fur et à mesure des années que t'avais pas besoin d'être aussi précieux, t'avais besoin d'apprendre d'autres qualités comme le professionnalisme, la diplomatie, la flexibilité, et qu'en fait les clients ils ont plein de choses à t'apprendre aussi et qu'ils ont pas forcément constamment tort. Ah bah oui. Et du coup parfois je me pose la question si tu vois toi en l'occurrence ton job dans le dessin animé te plaît énormément, ça te permet de payer tes factures, et à côté tu fais de l'illu. Ouais, c'est pas mal en fait. Ah ouais. Moi, en fait, j'aime vraiment bien. Non, mais j'adore ma vie. En vrai, pas de souci. Non, évidemment, il y a des frustrations. Non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, c'est qu'on aimerait faire tellement de choses et on aimerait pouvoir se dupliquer pour tout faire, quoi. C'est juste ça. C'est que, en fait, j'ai toujours plein d'idées et j'aimerais tellement les faire, mais j'ai pas toujours le temps, quoi. Donc, tu fais déjà plein de choses. Je fais pas mal de choses, ouais. Mais notamment le travail en galerie aussi. Tu vois, moi, je sais pas forcément comment ça fonctionne. Je voulais te demander aussi comment. Tu vois, j'ai jamais eu une expo en galerie, jamais été représenté en galerie. Et moi, je sais que quand on voit sur ton portfolio, il y a une liste solo show, groupe show, solo show, groupe. Tu vois, il te fait plein de ça trucs. fait bien ça. Au final, c'est pas non plus. Enfin, si, c'est super, mais c'est souvent les shows collectifs. C'est un dessin que tu peux prendre de ce que t'as déjà fait et pouf, ça va être une petite participation. Tu vois, ça n'a. Mais tu aimes travailler pour mettre des choses en galerie, quoi. Je trouve que pareil, non mais en fait non mais c'est super, oui bien sûr. Et puis en plus j'adore quand les gens achètent quelque chose, achètent un de mes prints. Parfois après ils viennent me retrouver sur Instagram et ils vont m'envoyer une photo du truc encadré chez eux et ça me fait énormément plaisir. Je me dis des gens ont quand même acheté ça à un prix quand même abordable, mais tu vois quand même il faut vraiment aimer ça pour l'acheter, quoi. Et ils ont l'air trop contents et ça me fait vraiment très plaisir. Ça c'est génial. Ouais, en fait. Et un solo show, ça marche comment? Alors un solo show, non mais en fait j'ai vraiment beaucoup de chance parce que dans les deux cas, que ce soit le Pick Me Up ou ma rencontre avec Lamia à la Slow Gallery, c'est eux qui sont venus me chercher. Donc en fait à la base je me suis jamais réveillée un matin en me disant tiens si je faisais une exposition, c'est qu'on est elle est venue me chercher parce que en fait elle a créé la galerie en 2014 et donc comme c'était le début, elle cherchait vraiment faire son stock si tu veux, avoir son petit pool d'artistes et tout, et elle avait découvert mon travail dans le Parisianer. Alors, on en revient toujours. Voilà. On en a parlé en off avant. Ouais. Et ça aussi, c'était une expo collective et un peu par hasard, j'étais mis dans le coup, quoi. Mais bon lieu au bon moment. C'est ça. Je pense que je suis dans le bon réseau. Mon travail est relayé ou il plaît en tout cas. Ça, c'est sûr. Oui. Donc elle m'avait trouvé grâce à ça.
Et donc à partir de là, elle avait regardé un peu ce que j'avais en stock. Il me restait des choses du Pick Me Up et tout. Donc elle m'a dit, si tu veux, on peut faire des tirages. Et elle m'avait pris trois prints pour commencer. Et puis voilà, Lamia, c'est quelqu'un de super sympa. On est un peu à la galerie comme on est chez soi. On y revient régulièrement et tout. Donc on a appris à se connaître et puis on s'entend super bien. Et comme à la Slow Gallery, ils organisent des solo shows tous les mois à peu près, bah très vite on a commencé à se dire bah pourquoi pas en faire un ensemble. Et ce qui est cool à la Slow, c'est que pour leur pour leur expo solo, ils veulent vraiment des créations originales, tu vois. Ils veulent vraiment que tu le fasses pour eux. Donc c'est aussi cool parce que du coup c'est comme une commande. Tu te dis bon c'est très personnel et en même temps tu le fais pour cette occasion-là. Et c'est comme ça qu'en 2017 j'ai fait mon premier solo show, ouais. Et c'était sur le thème de la Nouvelle-Orléans. Parce que j'ai toujours aimé, j'aime bien donc les couleurs, le côté très festif, et j'avais déjà travaillé sur le thème du carnaval déjà pour la mairie de Paris. Et surtout, j'avais fait un super road trip quelques temps avant dans le sud des États-Unis pendant 1 mois et demi où on a fait Miami, la Nouvelle-Orléans. Après, on a fait la route du blues, on a fait Memphis, Nashville, on a fait la boucle vraiment dans le vieux sud et tout. Et donc, j'avais été à la Nouvelle-Orléans pendant le Mardi Gras. Alors là, mais laisse tomber, ils sont fous furieux là-bas. C'était vraiment génial. Et puis je suis revenue avec un trop plein d'images et de couleurs, de paillettes. Et donc j'ai vraiment fait une expo là-dessus. D'accord. Voilà. Et c'est cool. Et c'est des prints, il y en a toujours en vente à la Slow Gallery. Et ça fait son petit chemin. Maintenant, ils sont même exposés au Ground Control. Okay. Il y a quelques pièces de cette expo qui sont là-bas. Trop bien. Et il y en a pour Noël, là il y a un corner au Bon Marché de la Slow Gallery, j'ai deux pièces aussi qui sont exposées là-bas. Et là j'ai 3 prints de mon carnaval aussi qui sont partis en Corée sur une nouvelle galerie online coréenne pour le public coréen, quoi. De Corée du Sud. Oui, la Corée du Corée du Sud, on précise. Et voilà. Et ça, c'est super quand tu fais un truc, quand tu travailles sur quelque chose, tu vois, ça fait 2 ans que ces prints existent et puis ils continuent leur petit chemin. C'est une sorte de cercle vertueux qui ne s'arrête pas. C'est ça. Et si j'entends bien, le point commun entre la suite et la Slow, c'est que t'étais là au moment où ils se sont lancés. Donc quelque part, il faudrait ils sont lancés un peu en même temps. Là où des nouvelles, initiatives chouettes se lancent. Et être là, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis, je pense un peu essayer d'aller dans ces lieux. Dès qu'on retrouve un lieu qui nous plaît aussi, tu vois, où on sent on sent des atomes crochus. Voilà, des atomes crochus. C'est vrai que moi, quand je rentre dans la Slow Gallery, tout de suite, je m'y reconnais et je me dis c'est pas par hasard que. Ouais. Et en plus, il y a une vraie ambiance. Moi, je sais que les galeries, parfois, ça peut être un peu froid. Et c'était pas du tout en fait ma culture de base. Moi, le live qui n'est pas encore sorti sur le podcast. Qu'on a hâte d'écouter. Sortira après le tien d'ailleurs. D'accord. Pour moi, c'était la Slow Gallery, ça devait se faire là. Parce que au niveau de l'ADN graphique, je m'y retrouve totalement. Puis c'est pas non plus pour rien que du coup, je me retrouve aussi un peu dans ton travail, dans les influences et tous ces trucs. Et voilà, la Slow pour moi incarnait cet esprit-là. Bon voilà, mais juste, je pense que c'est important de. Bravo la Slow. Si tu nous écoutes. Oui. Ouais. Et du coup, tu travailles donc, comme on l'a dit, tu bosses dans le dessin animé, tu bosses dans le milieu de l'édition, la presse, la com, la pub, le travail en galerie. Est-ce que tu as une préférence? J'aime bien tout, moi. Comme je te disais, moi, j'aime bien faire plein de choses différentes. J'aime bien, en fait, les livres. Jeunesse, c'est beaucoup de travail et c'est très long, mais en fait j'aime bien. J'aime bien et c'est vrai si à terme je pouvais, j'aimerais bien avoir une sorte de connivence avec un auteur, tu vois, créer une sorte de collab sur la durée, ça me plairait. J'aime bien le côté. C'est vrai que travailler seul c'est un peu pesant, surtout quand on travaille seul sur un livre. Par exemple là, on a sorti avec chez Milan un livre qui s'appelle Soriba et les animaux musiciens. Et donc c'est la première fois que j'illustre un texte, une histoire si tu veux, parce qu'avant je faisais souvent des livres de documentaires ou documentaires. Et mais tu vois, donc c'est l'éditrice qui est venue me chercher et tout. Le texte était écrit, mais à aucun moment j'étais en contact avec l'auteur.
Et je me dis, c'est dommage puisqu'on travaille ensemble sur le même matériel et... Toi, t'as un salon? Moi, Oui. il m'est arrivé d'illustrer des bouquins où je rencontrais l'auteur sur le salon. Oui, non, mais c'est vrai que, non, mais je pense que j'aurai l'occasion de le rencontrer, mais c'est juste que c'est dommage de... Oui, En vous êtes fait, on même a pas travaillé parlé tout une ce fois. temps Ouais. sans se connaître et c'est après coup qu'on est là. Genre, j'essaie de le retrouver sur Instagram. Et puis je l'ai trouvé il y a 2 jours. Et j'ai dit ah, mais c'est super. Enfin, c'est vrai que c'est juste, enfin, le côté relationnel aussi joue et c'est vrai que c'est marrant parce que je me crée plein de super. Enfin, moi, j'adore travailler avec les éditeurs et puis même souvent avec les graphistes des grandes maisons comme Milan ou Bayard. C'est souvent les graphistes en fait qui chapeautent. Oui, c'est vrai. L'ensemble et à chaque fois, enfin en tout cas à 2 reprises, j'ai travaillé avec des gens vraiment sympas et je me dis ah ben en fait j'aimerais bien savoir à quoi ils ressemblent. Enfin ce serait cool de se voir pour de vrai quoi. Mais après on se suit sur les réseaux sociaux et tu peux quand même avoir ta petite communauté même sans se connaître vraiment. Oui. Donc ça c'est cool. Mais et si tu devais développer justement, tu vois, un travail en connivence avec un autre auteur, ce serait un peu quoi les thèmes que tu aimerais travailler? J'aimerais quelque chose de très, enfin, un truc bien, quoi. Un truc génial. Non, mais je sais pas, avec un peu d'humour, un truc un peu décalé. J'aimerais bien trouver un auteur avec qu'on se retrouve. C'est vrai qu'après, je sais pas comment. Je pense qu'il faut que je sorte un peu plus dans les salons justement, ou même peut-être que je lise un peu plus et que justement j'aille trouver, dénicher les auteurs qui me plaisent vraiment. Tu le fais? Sortir, aller voir les gens dans les salons, tout ça? Pas assez. Là, j'ai eu une petite invitation pour le salon du livre de Montreuil. Toi aussi? Pas cette année. Pas cette année. Bien, quoi. Et je les ai pas tous les ans. Alors parfois je fais des livres et je reçois pas toujours une invitation. Donc cette année, ils ont pensé à moi et je suis contente. Tu fais une sorte de dédicace? Ah non. Enfin, okay. Mais une invitation, quoi. Ah oui, voilà, le vernissage, je suis invitée, je vais manger des cacahuètes, boire une petite fête de champagne. Mais en tout cas, je me dis, enfin, si j'y vais, c'est le moment aussi de rencontrer peut-être les gens avec qui j'ai changé des emails, quoi. Ouais. Donc c'est cool et c'est vrai que moi j'ai des amis illustrateurs qui n'hésitent pas lors de ces occasions-là, s'ils ont un projet, d'aller en parler, etc. Moi, le truc, c'est que j'ai pas vraiment pris le temps encore. Enfin, j'ai plein de petites idées de projets, mais ça fait longtemps. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai des choses dans le tiroir, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de les développer. Donc, c'est pour ça que je pense qu'après ma prod Simon 3, là, j'aimerais un peu prendre ce temps-là pour vraiment réfléchir à ce que je voudrais faire dans les prochaines années, quoi. C'est un vrai questionnement que j'ai aussi, et tu l'as entendu sur le podcast, les quelques personnes qui font des bouquins. Je pense que c'est une véritable organisation. Ouais. Trouver du temps à mettre de côté. C'est ça. À côté des commandes et tout. Et tout le monde sait que ça prend du temps et que ça paye pas énormément. Ouais. Mais tu t'es inscrit en tant qu'auteur. Puis il y a plein de choses chouettes qui découlent. Oui, et puis moi je suis persuadée que les projets perso, c'est vraiment ça qui... Tu vois, j'écoute grâce à toi, maintenant j'écoute pas mal le podcast de Andy J. Pizza. Ah, oui. Il parle toujours du side project et tout, mais le side project c'est essentiel et c'est toujours grâce à mes projets perso, le truc que j'avais envie de faire juste pour me faire plaisir, qui m'ont ouvert des portes. Pareil. Ça a toujours marché comme ça. Alors parfois tu mets tellement de temps à faire un livre et tout, et puis personne va t'en parler. Alors qu'on va te parler de Lulu que t'as fait comme ça un dimanche après-midi parce que t'avais envie, tu vois. Ouais. Donc c'est cool, hein. Ça veut dire qu'au final. C'est vraiment les choses intuitives qui marchent aussi. Oui. Mais c'est dingue. Parfois, c'est pas forcément les choses sur lesquelles tu comptes. Non. Pour te faire Mais c'est le cœur, c'est le. Oui, c'est le cœur de ton travail, quoi. L'intuition, justement. Moi, c'est un truc que j'apprends ces derniers temps. C'est plus à suivre mon intuition. Ouais. Et en fait, c'est systématique, ça paye. Enfin, pas forcément. Enfin, je veux dire, ça paye. Je parle pas forcément en termes monétaires, mais en fait, ça paye que ce soit en termes. T'es juste content de toi. C'est ça. Et donc ça, c'est juste déjà un sentiment suffisant. Mais derrière, quand t'es content de toi, les gens ils se disent, j'ai envie d'être content avec lui et j'aimerais bien bosser avec lui sur ceci, sur cela. Et puis j'ai l'impression que du coup, le side project et faire des trucs intuitifs où tu te fais plaisir, en fait, comment dire. Tu mets en place, tu chopes, je sais pas, moi j'appelle ça jouer avec les fils invisibles de l'univers, et tu les concentres à un seul endroit, et en fait, du coup, les gens ils sont genre waouh, moi aussi, et du coup, plein de bonnes choses en découlent. C'est un peu abstrait et pas très bien expliqué. Non, mais on voit tout à fait ce que tu veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est que à un moment donné, t'as tout sorti, ça vient vraiment de toi, quoi.
Oui. Les gens ils connectent parce que du coup c'est il y a personnel. un côté hyper perso et puis je pense que si tu prends du plaisir à le faire, les gens ils le ressentent. Je veux dire, si on fait de l'illustration, c'est quand même pour se faire plaisir, faire Bah des ouais. belles choses. Oui. Ouais. Super. Alors moi, il y a vraiment un sujet que j'ai vraiment envie de parler. Ah. C'est ton histoire d'amour avec DiCaprio. Ah bah ouais, bah ça ressort à chaque fois. C'est le gros dossier que. C'est trop marrant. Oui, mais oui, c'est un peu mon running gag. Non, mais voilà, c'est une histoire d'amour qui dure. Hein. C'est beau. C'est beau. Hein. C'est dans un peu à sens unique, mais. C'est un peu plat. Ouais. Mais. Tu sais que tu existes? Ah bah non. On sait jamais. Hein. Non, peut-être que je devrais faire un side project concernant Leonardo DiCaprio. Mais ce serait génial. Tu vois, comme ça, je peux attirer son attention. Non mais honnêtement, ce serait trop fort. Tu fais un projet d'illustration sur DiCaprio, sur ses films, ou tu lui envoies par la poste, j'en sais rien. La fille bizarre. Who is this Jessica Das? Oh yeah, bah non, mais c'est une possibilité. En plus, tu vois, je le suis sur Instagram, évidemment. Et il est à fond. Il est à fond sur. En fait, son Insta, c'est que des trucs sur ses actions environnementales. Ouais, il a une fondation, etc. C'est génial ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, il donne beaucoup d'argent. C'est un militant écolo qui s'investit beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, mais moi aussi, c'est une question qui m'intéresse. En plus, je suis à fond sur les animaux. Et je me suis dit, mais ce serait génial qu'il y ait une sorte de collab, un peu avec des affiches pour sauver la planète, tu vois. Je veux sauver la planète avec Léo. Voilà, c'est mon prochain side project. mais tu vois, là, il était à Cannes. Au mois de mai dernier pour présenter le film de Tarantino qui était en compétition. Ouais. Et en fait, bon là je vais raconter ma life, hein, mais c'est un peu le moment où il faut raconter ça. Vas-y, raconte ta life. Donc mes parents vivent à Nice et j'étais de passage et j'avais surtout une copine qui avait une accrédite pour aller au festival de Cannes. Donc tu vois, je suis trop bien, je suis pas loin et tout, je vais venir et tout. Et je savais que Léo il serait là. Hein. Et avec une autre copine, on a fait, donc on était 3 copines, on a fait peut-être 5 heures de queue. Waouh, c'est de l'amour. Hein. 5 heures de queue pour l'apercevoir, mais franchement, il était pas très loin et on l'a bien vu. Et au début, je voulais me ramener avec une banderole, j'ai pas assumé. Mais en plus, je l'ai fait avec les moyens du bord. Si j'avais été chez moi et que j'avais eu mon matos, j'aurais fait un truc qui aurait pété avec de la couleur et tout. Des belles illustrations, il t'aurait repéré. Ah, mais grave. Mais là, j'étais chez mes parents, j'avais que le papier machine à 4 et tout. Donc, j'avais mis, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis Leo, Leo, our planet hero, ou quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Et il l'a vu? Bah non, parce que j'ai pas osé la sortir. Ah, pardon, je pensais que tu l'avais sorti. Et non, elle était vraiment pas assez belle. Mais tu vois, j'ai réussi à approcher Leonardo DiCaprio à moins de 5 mètres. C'est plus que la plupart d'entre nous. Ouais, et puis je suis sa carrière, il se fait un peu rare, c'est dommage. C'est un très bon acteur. C'est un très bon acteur qui choisit ses projets. Ouais. Et qui est donc aussi. Il pourrait tous nous inspirer. Oui. Lui, il peut se le permettre, je pense, d'être un peu picky, tu vois. Carrément. Mais que dire de plus? Non, voilà, t'as déclaré ton amour à Léo. Oui, je le déclare régulièrement. Mais quand on va sur ton Instagram. Il revient de temps en temps. Bah oui, ouais. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc, là, il faut. Ouais. C'est juste en regardant ton Instagram. Mais c'est cool, ça, le petit running gag. Oui, parce qu'en fait, tu t'aperçois que les gens, ils aiment bien, parce que quand t'es sur Insta, parfois t'as envie de poster des trucs vraiment, genre tes photos de vacances et tout. Et puis tu te dis, est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais quand tu donnes un petit truc perso, qui est pas non plus trop perso, mais qui va faire une sorte de gimmick ou de, les gens, ils vont avoir l'impression de te connaître un petit peu, quoi. Et je trouve que c'est sympa, c'est une connivence. Joke, voilà, exactement. C'est une sorte de connivence et. C'est important de construire ça sur les réseaux, je crois. Ouais. Des clins d'œil aux gens qui te suivent. Même les gens qui te connaissent un peu, Et puis ta manière de communiquer sur les réseaux, moi, elle m'inspire parce que c'est toujours. J'imagine que c'est très naturel pour toi, c'est toi. Ouais. Mais c'est toujours décalé, joyeux, à l'image de tes images d'ailleurs. Oui. Oui, c'est moi. Hein. Je pense que c'est hyper important d'être soi. Faut prendre ça un peu comme un jeu, c'est rigolo. Et puis en plus Instagram. En plus, je sais plus, je dois avoir 1500 follow, tu vois, 1500 follow. J'aime bien parce que c'est une petite communauté encore et
Et du coup, tu sais que si tu poses pas pendant longtemps, tu vas pas être trop attendu. Enfin, du coup, j'aime bien quand c'est. Ouais. J'ai encore C'est un peu l'impression la famille, que quoi. on est dans le salon, quoi. C'est Ouais. en petit comité et que c'est cool, quoi. Et j'ai souvent des gens. Enfin, c'est vrai que c'est chouette. Il y a un côté addictif. C'est vrai quand t'as plein de likes, t'as toujours envie de plus, tu vois. Mais moi, ça me t'intimiderait fait. d'en avoir plus? Bah, non, je pense pas que je changerais grand chose, en fait. Tu Non, resteras toi, je hein. resterai moi-même, je pense. Hein. Ouais, je pense que peut-être, non, quoique. Non, parce que c'est quand même assez abstrait comme truc. Même si t'as beaucoup de monde, tu te rends pas vraiment compte. Non. Ouais. Super. Le mot de la fin, un truc que tu te dis, il faut à tout prix que je passe ce message. Oh là là, Sauver la planète. sauver la planète, ça c'est très important. Non, j'ai rien en particulier à dire. Hein. J'espère Non. que ça vous a plu d'écouter cette émission, hein, c'est tout. Merci beaucoup, Jessica. Je suis Bah, ravi merci à d'avoir toi. pu, discuter avec toi. Ouais, moi Puis aussi. Au plaisir. Ah bah ouais, quand tu veux. C'était ma discussion avec Jessica Das. J'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravi. Merci Jessica pour ton temps. Ça m'a fait hyper plaisir de te rencontrer. Si cette conversation a attisé votre curiosité, je vous invite à découvrir l'univers joyeux et coloré de Jessica en visitant son site internet ou en la suivant sur les réseaux sociaux. Et puis, en parlant de réseaux sociaux, si vous ne voulez plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter et LinkedIn. N'hésitez pas à me faire part de vos réactions et commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez également le dire avec des étoiles, 5 de préférence, ou en me laissant un commentaire sur Apple Podcast. Ou bien, vous pouvez aussi le partager avec un ami. Ça marche aussi. J'ai également une newsletter et vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner. Si ça vous intéresse, le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. Vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy_Music ou écouter ses sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et vous savez quoi ? Il s'agira du dernier épisode de la saison 1. Et qui dit dernier épisode, dit édition spéciale. Et vous l'avez deviné ? Oui, il s'agira de l'enregistrement live à la Slow Gallery. L'occasion pour vous de plonger ou de replonger dans l'ambiance de cette discussion pleine d'énergie et de bonnes vibes. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.